Bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semences au Salon international de l'agriculture. Alors, ce sont des chiffres qui vont peut-être vous surprendre, mais en France, on recense 14 millions de jardiniers amateurs et tous les jardins amateurs mis bout à bout représenteraient 1 million d'hectares. Alors 1 million d'hectares, c'est une centaine de fois la surface de Paris et les jardiniers sont plutôt cigales que fourmis puisqu'ils dépenseraient chaque année 8 milliards d'euros pour assouvir leur passion. Alors pour parler du jardinage amateur, mais pas que, parce qu'on va s'apercevoir qu'aujourd'hui, eh bien, on cultive et on peut faire pousser ses fruits, ses légumes, même sur le toit de son immeuble. Eh bien, deux invités m'ont rejoint. Aurélie Sely, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marketing et communication de BMI Ciplast. C'est une entreprise qui a été sous les feux de l'actualité il n'y a pas très longtemps parce que vous avez contribué à créer des jardins au milieu de nulle part sur un bâtiment qui est un bâtiment de la mairie de Paris. Oui, tout à fait. On a créé en 2017 un potager et une vigne sur le toit d'un bâtiment technique de la mairie de Paris. Un toit qui servait à rien. Un toit qui était inutile, voilà, et qu'on a réussi à convertir dans un projet beaucoup plus amusant et plaisant pour les habitants de l'hôtel de ville, les utilisateurs de l'hôtel de ville, ce potager qu'on voit derrière vous. Vous allez nous expliquer dans un instant comment vous avez réussi ce tour de force. Invité également de cette émission Alain Delavie. Bonjour Alain. Bonjour Philippe. Directeur des rédactions de Rustica et puis auteur d'un livre de circonstances. Il est à côté de moi. Un potager urbain. C'est le livre qu'il faut avoir quand on veut commencer à faire pousser ses légumes chez soi, hein, c'est ça? Voilà, pour faire pousser chez soi, dehors et dedans aussi. Donc même avec un rebord de fenêtre ou même sans balcon, sans terrasse. Et bien sûr, si on a un balcon et une terrasse, là on peut aller beaucoup plus loin et se faire beaucoup plus plaisir avec beaucoup plus de légumes. Alors vous allez nous donner des conseils pratiques tout à l'heure. Aurélie, on va revenir sur le projet de la mairie de Paris, mais avant cela, est-ce que vous avez l'impression, parce que c'est l'impression que cela donne en ce moment, qu'il y a une demande très forte pour utiliser tous ces toits d'immeubles que personne n'utilisait, qui étaient juste là pour mettre des climatiseurs et quelques équipements d'ascenseur? Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a effectivement un vrai engouement pour utiliser les toits dans les grandes villes. C'est aussi une réponse au manque de terrain utilisable au niveau du sol. Donc le nouvel Eldorado, finalement, dans les villes, c'est les toits. Et on peut faire plein de choses avec les toits, des potagers, même des vignes, des terrains de sport, installer des panneaux photovoltaïques, faire de la gestion de l'eau, enfin énormément de solutions qui sont rendues possibles grâce à l'expertise qu'on a développée tout au long de ces dernières années. Alors ces plastiques, on les a devant nous, on va les regarder dans un instant. Alain, vous qui êtes au contact des jardiniers amateurs, il y a aussi une volonté là de se réapproprier les toits, de se réapproprier ces espaces un petit peu perdus? Oui, tout à fait. Une volonté d'avoir déjà des fruits et des légumes frais à portée de la main, bien sûr avec un goût que l'on pense bien meilleur. Et puis, oui, c'est pas forcément vrai d'ailleurs. Non, si jamais on respecte pas les bons gestes de jardinage, les bons gestes de culture, on peut faire des erreurs et avoir des légumes qui n'ont pas vraiment le bon goût. Mais un basilic cultivé chez soi, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. La ciboulette aussi. Et puis, il y a la volonté de se réapproprier, d'avoir de la verdure autour de soi. Volonté aussi de faire des économies, puisque c'est réel, avec les plantes aromatiques, on fait vraiment de très très grosses économies. Donc il faut faire ses propres condimentaires sur son rebord de fenêtre. À l'intérieur aussi, puisque maintenant on a des mini potagers très performants qui vous permettent d'avoir du basilic quasiment toute l'année. Et contrairement à ce qu'on croit, il est très très parfumé. À une certaine époque, il y avait les jardins ouvriers, les jardins partagés. Aujourd'hui, on pourrait se partager les toits. On pourrait se partager les toits. Alors bien sûr, les jardins partagés existent toujours, surtout en région parisienne et dans les grandes villes. Mais les toits, oui, il faudrait se les réapproprier. Ce sont des surfaces qui aujourd'hui accumulent la chaleur et donc la restituent au mauvais moment, alors qu'on pourrait en faire des oasis. Donc transformons nos toits terrasses. Alors là, je ne sais pas si on va prendre l'appel, la pioche, Aurélie Sely, pour essayer de comprendre comment ça marche. Expliquez-moi comment, sur un toit d'immeuble du centre de Paris, près de la mairie de Paris, vous avez créé un jardin avec ce que vous avez devant vous. Expliquez-moi la magie. Je vais vous expliquer les secrets qui se cachent en dessous du potager
de la mairie de Paris. Donc on avait à l'origine déjà un complexe d'étanchéité qui avait été installé avec nos membranes d'étanchéité bitumineuse de ce type-là, comme vous voyez ici. Donc c'est des membranes assez épaisses qui assurent une bonne étanchéité à l'eau. On a rajouté par-dessus une couche d'étanchéité bitumineuse traitée anti-racines pour bien correspondre aux besoins du potager. Par-dessus ça, on a installé un géo-espaceur de drainage qui permet de faire circuler l'eau sous le système de rétention d'eau pour éviter la stagnation et puis ensuite la rediffusion pour les plantes, parce que en fait l'un des objectifs de cette toiture c'était de faire en sorte d'utiliser le moins d'eau possible du réseau de l'eau, mais de réutiliser les eaux pluviales pour l'alimentation des plantes. Par-dessus ça, on met une structure alvéolaire en forme de nid d'abeille pour faire de la rétention d'eau et de l'alimentation en eau donc du potager. Et ensuite, on installe le substrat. Alors le substrat, c'est quoi? Le substrat, alors il y a deux types de substrats pour les deux types d'exploitation de la toiture. Donc on a un substrat en lasagne avec une couche de 6 cm de bois et puis par-dessus une couche de 4 cm de substrat spécifique normalement à la culture des champignons parce qu'il est à la fois léger et nutritif, et par-dessus ça 10 cm de terre, ce qui permet d'avoir un substrat à la fois assez compact puisqu'il fait que 20 cm de haut mais léger et qui répond à tous les besoins en nutriments et en eau des plantes qui sont cultivées au-dessus. Donc au-dessus on fait des radis. Et il y a quoi justement? Qu'est-ce qui pousse en ce moment qu'est-ce qui a poussé ces temps derniers? En ce moment, pas grand-chose, oui. C'est pas l'époque. Mais auparavant on a eu des radis, des concombres, des courgettes, des fraises, des framboises, donc tout un tas de légumes et de fruits tout à fait plaisants pour les utilisateurs de la mairie de Paris qui étaient ravis de les récolter. Mais j'ai pas fini, excusez-moi, je suis un peu longue, mais on a aussi une deuxième partie de substrat qui était développée spécifiquement pour la vigne. Là, c'était un substrat mélangé avec un mélange de sable, de béton concassé et de terre pour répondre aux besoins de la vigne qui étaient différents de ceux du potager. Voilà. Alain, vous le puriste, le directeur des rédactions de Rustica, vous sentez les crucifix, les gousses d'ail quand vous entendez qu'on crée des structures en plastique en nid d'abeille, qu'on met du substrat par-dessus? Non, parce que ce sont des structures qui ont été étudiées et qui en fait imitent ce que la nature fait autrement. Puisque là, on est sur un milieu complètement artificiel. Il faut tout inventer et surtout, il faut créer un sol, parce que c'est très important le sol pour les légumes et même les fruits, voire les fleurs. Et là, en fait, on recrée donc le plus proche possible, en ayant des contraintes incroyables, puisqu'on est sur un toit, donc il ne faut pas que ce soit trop lourd, il ne faut pas que l'eau soit stagne, il ne faut pas non plus qu'elle s'échappe, parce qu'il pourrait y avoir des fuites. Donc c'est très scientifique, et en fait ce très scientifique recrée effectivement un milieu qui se rapproche de l'idéal dans un potager où vous avez un sol profond, enrichi chaque année. C'est pareil pour les jardiniers amateurs. Les jardiniers amateurs, ils n'ont même pas cette technologie. Ils ont des pots, ils ont des jardinières, et il faut que tout ça, ça donne un bon résultat pour que le légume exprime toutes ses saveurs et toutes ses senteurs. Alors moi, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. On me dit on fait des fruits, des légumes, de la vigne, en plein cœur de Paris, avec la pollution que l'on connaît. Est-ce que ces légumes, ces fruits, ces végétaux, ils sont aussi bons que ceux qu'on pourrait faire en plein champ, à la campagne, ou sous serre éventuellement? Alors, au niveau de la pollution, il y a eu des études qui ont été faites montrant que, parce qu'il y a eu des productions de fraises, etc. dans Paris, de tomates, et en fait, il n'y a pas de pollution puisqu'on n'est quand même pas au niveau de la rue, on n'est pas près des pots d'échappement, on est en hauteur justement, il y a de l'air. Donc en fait, la pollution, ça pourrait être les jardiniers qui l'amèneraient s'ils traitaient avec des produits qui ne sont pas bons. Alors maintenant, on n'a plus l'autorisation pour ceux qui faisaient encore des traitements chimiques, mais même avec un produit bio, c'est quand même l'idéal, c'est d'avoir un fruit ou un légume le moins traité possible. Donc non, au niveau de la qualité gustative et sanitaire, on a tout ce qu'il faut. Après, si vous cultivez bien, si vous n'arrosez pas trop, si vous avez la bonne exposition, et si vous cultivez à la bonne époque, vous aurez des fraises qui sont délicieuses
Et moi, j'ai longtemps cultivé des tomates cerises. Je peux vous dire que c'était un régal. D'ailleurs, je me battais avec les oiseaux du coin parce qu'on était plusieurs à apprécier cette production. Et alors, à l'hôtel de ville, est-ce que les jardiniers se sont facilement appropriés ce système, ou est-ce que ce sont des jardiniers 2.0 qui ont dû apprendre à utiliser ce que vous avez créé? Alors en fait, pour ce projet, on avait un partenaire qui s'appelle Urbagri, qui est spécialisé dans l'exploitation des potagers en milieu urbain et qui a pris soin du potager, qu'il a entretenu pour qu'il puisse donner tous ses fruits et ses légumes, voilà, avec le meilleur rendement possible, tout en respectant les contraintes urbaines. Donc on s'est effectivement associé à des spécialistes de ce type de culture. Et pour revenir à votre question précédente, je voulais ajouter que le potager de la ville de Paris était géré avec un système d'agriculture biologique, c'est-à-dire qu'on n'utilise que des fertilisants naturels, que les déchets de la culture sont compostés, que ce compost donc ensuite sert de fertilisant pour les cultures et que donc la production est très saine. Et elle a été testée d'ailleurs, bien sûr, avant les premières utilisations pour s'assurer que la production répondait. Oui, c'était mangeable et que c'était bon. Vous avez goûté certains légumes ou certaines fraises? Alors, j'ai goûté la vigne, enfin les raisins qui étaient excellents. On a eu 40 kilos l'année dernière, donc c'est impressionnant. Ça donne des perspectives incroyables, ça, Alain. Oui, bien sûr, mais on peut faire plein de choses. Alors bien sûr, cultivez vos plantes aromatiques, en particulier la ciboulette. Si vous regardez en ce moment, vous achetez quelques brins sous emballage plastique, le prix est astronomique. Je regardais le prix au kilo, on était à 176 € le prix au kilo. C'est le prix du caviar. Voilà, donc faites un pot de ciboulette sur votre rebord de fenêtre. Vous pouvez faire du basilic. Le basilic aussi, c'est très agréable de cueillir. Si vous avez un peu plus de place, vous passez sur des tomates cerises, vous passez sur des tomates un petit peu plus grosses. Toutes les salades à couper, ne vous en privez pas parce que ça a une saveur aussi incroyable. Alors bien sûr, vous n'allez pas faire des cultures comme des pommes de terre, quoique sur un balcon, je me suis amusé à en faire. C'est juste que la récolte est un peu limitée, donc on se fait un repas avec et c'est tout. Mais on peut se faire plaisir avec beaucoup de choses. Les fruits, c'est pareil. On parle des fraises. Il y a des petits framboisiers. On peut se faire aussi, si on a plus de place, du raisin, bien sûr, sur une terrasse. Quand on a un petit peu plus de place, une cour en ville, eh bien, on va faire un pied de kiwi en prenant une variété auto-fertile. Donc oui, on peut faire beaucoup de choses et surtout cultiver beaucoup de saveurs et de senteurs. Et il ne faut pas beaucoup de moyens, ça peut être juste un petit carré avec quelques planches pour le délimiter. Sur un carré potager d'1 mètre, 1,20 m de largeur, vous faites énormément de choses parce que ça tourne énormément. Et en fait, vous allez suivre le fil des saisons en commençant avec les premiers radis, les premières salades à couper. Après, vous allez arriver sur des petites tomates, sur du basilic, sur des petits poivrons aussi. Ça, vous pouvez le faire. Et vous allez en fait avoir tout au long de votre belle saison plusieurs récoltes et c'est très intensif. Il y a à la fin du 19e siècle, les maraîchers qui étaient au cœur de Paris encore produisaient de façon intensive et nourrissaient la population parisienne. Il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de camion, il n'y avait pas d'avion. Donc il fallait bien produire et recycler leurs déchets, c'est très important. Et même sur un balcon, vous pouvez le faire. Donc effectivement, il y a beaucoup de possibilités pour jardiner en ville. Il n'y a que l'envie, il suffit d'avoir envie et de démarrer. Si j'ai bien compris, il suffit de lire Rustica, de prendre quelques idées et on y va, quoi. C'est ce que vous voulez me dire. Oui, voilà. Aurélie Soli, on l'a vu, ça c'est pour la mairie de Paris. Moi, je suis jardinier amateur où je suis syndic de copropriété, par exemple, avec un toit vide. Je peux m'acheter ça et installer ça chez moi ou il faut vraiment passer par des entreprises spécialisées qui vont faire la pose, qui vont faire le travail d'entretien? Alors, tout dépend de votre ambition. Si vous voulez faire une vigne, il va falloir passer par des réseaux de spécialistes, voilà, quand même assez spécifiques, avec une expertise spécifique. Si vous voulez simplement cultiver de la ciboulette sur votre toit ou des herbes aromatiques assez simples, on a des solutions prêtes à l'emploi quasiment qui peuvent être installées par des étancheurs. Ce sont les bacs Jardibac. Donc, ce sont des bacs déjà pré-cultivés. Vous n'avez plus qu'à mettre sur votre toit, sur votre système d'étanchéité. Et voilà, donc c'est très simple en fait. Ça peut être très simple. Mais ça, on ne le trouve pas, par exemple, ces produits-là, on ne les trouve pas dans les jardineries. Il n'y a pas encore une version grand public de... Non, il n'y a pas encore de version grand public. Et
cet engouement pour les toits végétalisés, les toits où on peut produire ses légumes, ses fruits, c'est une préoccupation typiquement française ou c'est une préoccupation que l'on retrouve dans d'autres pays, puisque je rappelle que BMI Cyplast est aussi en Grande-Bretagne. Est-ce que ça, on le retrouve par exemple à Londres? Est-ce qu'on le retrouve à Amsterdam? Ou est-ce qu'on le retrouve à Berlin? Oui, c'est vraiment une tendance qui devient internationale parce que toutes les grandes villes ont les mêmes problématiques de volonté de ramener la nature dans la ville. Elles ont des problématiques aussi énergétiques, de gestion de la qualité de l'air. Et les toitures végétalisées répondent à toutes ces problématiques parce que une toiture végétalisée, elle va réduire le phénomène d'îlots de chaleur en été. Elle va aussi, avec le phénomène de photosynthèse, convertir du CO2 en oxygène. Donc, ces toitures végétalisées répondent à beaucoup de problématiques des villes et c'est vraiment un phénomène international. On avait l'impression d'ailleurs, Alain, qu'à une certaine époque, c'était vraiment... on le voyait à Amsterdam, on le voyait un peu à Berlin et surtout à New York, avec ces jardins qui étaient sous les arches du métro. Oui. Il y a eu des exemples à l'étranger. Ça se développe aussi énormément en France. Et je crois que ça fait tache d'huile. On a envie tous d'avoir ça dans sa ville. Alors bien sûr, quand on a un jardin, on est déjà un petit peu plus privilégié. Mais pour ceux qui n'ont pas un vrai jardin, eh bien, on a envie de voir arriver ça dans sa ville, de voir de plus en plus de potagers ou de jardins qui sont sur les toits un petit peu partout. Il y a quelques années, on a commencé avec les fraises au-dessus d'un très grand magasin à Paris. Maintenant, il y a la mairie de Paris. Il y a d'autres. On est dans le parc Paris Expo pour le salon de l'agriculture. Dans quelques temps, il y aura une des plus grandes fermes urbaines qui va s'installer. On n'a qu'une envie, c'est d'aller là et d'aller faire sa cueillette et de voir arriver ces fruits et légumes qui ne vont pas voyager, qui vont aller directement de la terre à la table, même si la terre est sur le toit, ça va arriver directement sur la table. Mais on prévient, cultiver ces fruits, ces légumes, c'est une école de patience. Ça marche pas à tous les coups. Ça marche pas à tous les coups, c'est pas si difficile que ça. Donc lancez-vous, faites-le. Il faut suivre la nature, suivre les saisons et puis suivre son envie. Quand on a envie, on réussit. On réussit sans problème. Alors vous voyez beaucoup de ces jardiniers urbains aujourd'hui. Quelle est le produit cultivé le plus fou que vous ayez rencontré? Le plus fou, à Paris, parce que Paris c'est quand même pas un pays tropical. On a vu arriver des chayotes, on a vu arriver bien sûr des fruits exotiques puisque on en trouve dans certains magasins, donc on a envie. On voit arriver le plus fou, je sais pas, c'est des basilics avec des senteurs incroyables. On avait le basilic, ça sent le pistou, c'est traditionnel. On voit arriver un basilic thaï, on voit arriver d'autres choses. Les salades aussi, on voit des couleurs différentes. Les tomates, on a l'habitude de la tomate rouge, on voit des blanches, on voit des jaunes, on voit des noirs, on voit presque bleu aussi. Les potagers, les jardiniers ont beaucoup d'inventions et surtout vont dénicher des variétés assez incroyables. Alors tout à l'heure, on parlait du prix pour des élus locaux, par exemple, ou des entreprises qui installent ce genre de choses sur le toit de leurs bureaux, de leurs usines, de leurs entrepôts. Ça coûte cher? Tout dépend de comment on envisage ce projet. C'est pas forcément des budgets inaccessibles. C'est vrai que là, la ville de Paris encourage fortement la végétalisation des toits. Il y a une projet grande d'une centaine d'hectares végétalisés dans les années qui viennent. Voilà, et notamment pour recréer cette fameuse ceinture maraîchère autour de Paris qui existait il y a une centaine d'années et qui a disparu suite à l'urbanisation massive et les besoins en logement et qui va revenir petit à petit sur les toits notamment. Et je trouve que c'est vraiment enthousiasmant de penser qu'on est capable de générer ce type de mouvement et d'enthousiasme et de retour de la nature dans la ville pour des budgets tout à fait abordables. Eh bien, merci beaucoup. Je rappelle, Alain, votre livre, Un potager urbain chez Rustica Édition. Et n'oubliez pas que la terre n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. Moi, je vous dis à très bientôt sur Village Semences.